Bienvenue à tous sur le stream hebdomadaire Histoire Explore. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous, vous êtes chaud bouillant pour de l'actualité parce que l'actualité n'attend pas. Donc, salutations Empereur Renard, bah tiens, ça fait longtemps. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Donc, sur ce petit stream hebdomadaire, alors cette semaine, vous avez vu, il y a du lourd, aussi lourd qu'un Donald Trump en furie, comme d'habitude. J'ai mis la couleur approprié donc pour cette folie de l'agent orange nouvelle version. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait un petit récap là. Comme l'avait dit Germain notamment, un fidèle parmi les fidèles également. Tu vas avoir de quoi dire demain. Exactement. Donc je vous ai, comme vous le voyez dessous dans le bandeau qui défile notamment, tenu un ensemble d'éléments. Donc qui vont partir des taxes zinzin du Donald jusqu'au Nintendo Direct, donc dans la deuxième partie de la vidéo. Donc comme vous le savez, cette vidéo est toujours en deux parties, une partie consacrée à l'actualité chaude du moment et à l'actualité jeux vidéo, et donc c'est sur deux vidéos qui seront disponibles dans l'espace consacré, c'est-à-dire la chaîne YouTube et les replays aussi qui sont disponibles aussi sur YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, si vous voulez vous tenir au courant un peu de mes folles aventures notamment, et donc l'objectif est voilà de faire un petit retour, tête reposée sur des éléments qui sont parfois pas très joyeux, je dois le dire, je suis désolé, mais c'est pour ça que je vous paye le café à ceux qui viennent d'arriver. Hop là, voilà, café. Tiens, je viens de me voir que mon petit kawa il est pas très visible. Hop, allez, je le remets là. Alors, en train de bosser. Ah, bah t'es en pleine expression littéraire. D'accord, roman historique, je pense. Laisse-moi deviner, Première Guerre mondiale. Ah, moi, c'était l'été dernier, mon bouquin. Hop, ça prend tellement du temps à écrire. C'est vraiment un accouchement, comme dirait une de mes profs qui a suivi ma thèse. Alors, donc pour aujourd'hui, hop, le café il est ici, donc prenez le vôtre, moi j'ai le mien, hein, parce que franchement, l'actualité chaude, vous allez voir qu'on va avoir pas mal de choses à dire, on va faire un petit retour historique comme d'habitude, et donc avec des petites surprises en particulier. Allez, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes ready? On va commencer, il est où mon bouton? Il est là. Allez, à tout de suite, on y va. Hop. Là, voilà. Donc vous remarquez comme c'est bien organisé, hein. Le stream gagne en qualité, hein. Alors là, je sais que vous êtes toutes émoustillées devant une telle technicité, mais vous pouvez l'être, hein. Bon, n'hésitez pas à prendre votre café, hein, je vous le dis, hein. Alors, on va parler donc de notre bon Donald, donc Donald couleur agent orange, qui est dans un délire actuellement. Donc bon, est-ce que c'est un parmi tant d'autres? Je pense que je vous laisse juger, hein. On est sur une personne, vous savez, qui est toujours très énervée là dans son bureau là, et sur une scène qui a été complètement ubuesque. Alors, je pense que vous l'avez vu cette photo. Alors, je vais la remettre parce qu'elle est tellement fofolle, avec Donald qui est derrière son petit bureau d'écolier. Voilà, avec ses chiffres, il est très content. Il a montré, Donald Duck, il a montré voilà ces éléments de son petit tableau en particulier. Hein. Ouh, je suis pas content. Et donc, nous avons notre bon Donald qui, tout simplement, présente au monde entier les différentes taxes que lui, tout seul dans son bureau, sur son petit calepin, il a indiqué. Donc là, on a une situation qui est... Est-ce que je pense qu'on va pouvoir sortir un autre terme durant ces 4 années qui sont quand même très YOLO, qui commencent très camoulox, d'incroyable, d'incroyablement stupide aussi, on va pouvoir le voir. Hein. Donc voilà, il a indiqué pour chaque pays ce que les pays allaient payer s'ils veulent faire du commerce avec les grands États-Unis, avec le grand Satan, comme diraient les autres. Donc si vous voulez faire du commerce avec nous, eh ben il va falloir, messieurs, dames, tout simplement, imposer, payer plus, tout simplement. Alors... On est ubuesque, je pense que c'est le terme tout à fait, Eliasque. Alors, si je reviens sur mon petit tableau, là, donc nous avons notre Donald qui a indiqué à chaque pays, tu dois casquer si tu veux faire du commerce. Et donc, grosso modo, voilà les chiffres qu'on obtient, par exemple, pour la Chine ou pour l'Union Européenne. Des chiffres qui sont assez étonnants, il faut le dire, parce que, je ne sais pas, Donald, derrière son petit bureau d'écolier ou peut-être de collégien, je pense qu'il a séché peut-être des cours de mathématiques. Parce que dans sa rhétorique trumpienne, comme vous le savez, il met Union Européenne. Alors oui, donc pays, il met Union Européenne. Et puis bon,
ils citent des pays qui dépendent en fait de territoires qui dépendent de pays, mais qui ne sont pas des pays en tant que tels. Hein. Comme les îles, alors c'est lesquelles îles où il n'y a que des pingouins, où du coup ces îles-là vont être imposées alors qu'il n'y a pas d'habitants. Bon, voilà, c'est le mystère de la réflexion trumpienne. Et donc vous avez donc sur ce calcul, là vous avez l'exemple par exemple dans Le Monde, donc du Monde du jour, je vais un peu baisser chouïa la musique. Voilà. Donc vous avez dans cette démonstration-là où on vous montre justement, voilà, avant pour l'Union Européenne, donc on était à 1,2%, donc d'après les textes officiels, d'après les accords qui ont été signés, hein, la Chine c'était à peu près 10% de taxes, et avant, ça c'était avant Trump, et après Trump, pour l'Union Européenne, on passe à 21%, donc l'Union Européenne, comme tu l'as très bien dit Renard, Empereur Renard, pour Trump c'est un pays, l'Union Européenne, hein, donc l'autre pays de l'autre côté du Grand Océan, et pour la Chine, on passe à 64 dollars, 64% de 64 dollars, 64% de taxes. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut signifier 64% de taxes, hein. C'est-à-dire que tous les produits qui ont été produits en Chine, forcément, qui arrivent aux États-Unis, bing, on leur met du 64%. Alors, je suis où? Donc on est sur des chiffres qui sont complètement astronomiques et qui vont bien sûr tuer le commerce, c'est une évidence. Hein. Ça va être chaud pour les investisseurs, hein, ils commencent à s'inquiéter, notamment ceux qui font du business, hein, à l'international. Alors, oui, on peut se dire, il joue gros là le Donald, parce que forcément, vu que tout le monde annonce une catastrophe, eh ben, on va voir comment il va pouvoir se justifier, de toute façon ça sera la faute des autres, à coup sûr, n'en doutez pas, hein, derrière son bureau, bou, ils sont méchants, c'est eux qui m'ont embêté. Alors, le calcul, comment il s'est fait? Comment on en arrive à des chiffres astronomiques où Donald Trump estime que les Chinois, en fait, sont des mauvais joueurs, ou les Européens, ou d'autres pays, hein, tout simplement parce que eux, ils empêchent le commerce avec nos bons produits américains, notre bon beurre de cacahuète, nos belles voitures rutilantes, vous les taxez, vous dévaluez votre monnaie, donc vous trafiquez votre économie, et résultat, nous, les bons américains du Kentucky, pardon, ou de l'Utah, eh ben on paye beaucoup plus que vous, vous n'êtes pas des sympas. Donc notre Donald, là, il est pas très content, et donc bah, il est allé voir le CPE de son établissement scolaire, et il s'est plaint, bou, je suis pas content. Donc résultat, son calcul, ben, on va se pencher comment il fait des chiffres comme ça où toi c'est 20, toi c'est 50, toi c'est 60, ou toi c'est 64%. Et ben c'est un peu compliqué ce calcul. Et là on voit que Donald, il a peut-être séché un peu ses cours de collège. Hein. Alors Le Monde nous indique comment il a calculé. Il a divisé le déficit commercial américain, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'on exporte, ce qu'on vend à l'étranger, et ce qu'on importe, ce qui arrive chez vous. Donc il a pris ce déficit et actuellement les États-Unis ont un déficit commercial, c'est-à-dire ils achètent plus que ce qu'ils vendent. Alors, je vous ai trouvé une carte assez éclairante sur le site d'un collègue prof d'histoire géo, donc Histoire géo et géopolitique du monde contemporain, donc très bon site en l'occurrence qui permet de remettre un peu en contexte tous ces éléments-là. Et donc on a sur ce site-là tout simplement un élément qui explique comment c'est quoi ce déficit commercial? Donc là, vous le voyez, on a le montant total du commerce en marchandises, ce sont les cercles. Et c'est là qu'on se rend compte que la zone la plus riche du monde, celle qui vend et qui surtout achète le plus, c'est pas les États-Unis. C'est ce fameux pays Union Européenne, comme le dit notre bon Donald. Donc, voilà, là on a quand même un rappel à l'ordre en l'occurrence, et Donald là il joue quand même un peu gros. Alors c'est vrai que eux, les États-Unis, eux tout seuls, certes, ils sont en 3e position derrière l'Europe et derrière la Chine, et l'Asie-Pacifique, pardon, parce que c'est pas que la Chine, c'est aussi il y a le Japon, et la Corée du Sud, etc. Donc un pays à lui seul représente quand même à peu près, je crois que c'est 13% du commerce mondial, ce qui est quand même énorme pour un seul pays, pour les États-Unis. Mais cependant, là, on voit bien par le biais de ces flèches, hein, en fait, un commerce qui est déficitaire côté américain, où ils exportent moins que ce qu'ils achètent. Bon. Donc c'est vrai que si on se base là-dessus, on peut se dire, ces méchants voisins là, qui tout simplement ne font pas du deal intéressant avec nous. Alors, le commerce, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Certes, si vous achetez, ça veut dire que vous êtes très riche aussi. Et là, en l'occurrence, si on compare avec un autre chiffre que je vous ai trouvé, alors sur un site de révision qui doit servir, je pense, à des lycéens, Business School, et surtout pour des écoles de commerce aussi, je pense en particulier. Notamment, voilà, le PIB, hein, les pays les plus riches du monde, donc le PIB, le produit intérieur brut. Vous savez, cette notion que vous apprenez au collège, et que dès qu'on vous dit PIB, tout le monde a la bonne définition, mais
personne ne sait ce que ça veut dire en fait. Donc c'est la richesse que crée un pays tout simplement parce qu'ils vendent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils produisent, etc. Et là, on a les États-Unis, donc qui sont quand même en tête, hein. Donc on est à 26 000 milliards de dollars en 2024. Les Chinois, 21 000 milliards. Et ensuite, alors, il n'y a pas Union Européenne là. Donald, l'Union Européenne n'est pas un pays. Hein. Mais donc nous, les Français, on est à la 5e position, grosso modo, hein, 2 000 milliards de dollars. Et là, on voit quand même que les États-Unis, bah oui, sont la zone la plus riche du monde, ce qui explique pourquoi ils achètent autant aussi. Hein. Même s'ils vivent beaucoup à crédit, grâce à leur monnaie, le dollar. Merci les accords Bretton Woods, donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est face à un pays, oui, certes, qui achète beaucoup, mais qui achète parce qu'ils sont très riches, parce qu'ils ont de la moulaga aussi. Alors si on revient sur notre Donald, il veut donc mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en disant « c'est pas normal, on perd, on veut gagner ». Bon. Alors, on va revenir sur l'article du Monde. Donc, il a divisé ce déficit commercial américain envers chaque pays, hein, selon ce qu'ils importent et qu'ils exportent, hein, et il a multiplié tout ça par 100. Alors, il t'a fait une belle règle de 3, là, tac, 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 tac. Donc, pour faire un pourcentage, donc l'Union Européenne, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 235 milliards de dollars en 2024. Les Américains ont importé pour 605 milliards d'euros de marchandises. Donc 235 divisé par 605 fois 100, je vous le donne en 1000, 39% de taxes. Allez, bing, on va vous mettre du 39%. Alors c'est vrai que là, on vous parle du 21,2%. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il y a une surtaxe qui va se rajouter? C'est peut-être bien possible. Ah oui, non, pourquoi on passe de 39 à 21? Oui, excusez-moi, j'avais pas lu, j'ai oublié de lire la suite. Une fois ce calcul réalisé, l'administration américaine a décidé de diviser le résultat par 2 pour fixer des droits de douane qu'elle veut imposer. Alors, pourquoi par 2? Mais je vous le donne en 1000. 2, voilà. On sait pas. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il a décidé de faire ça. Lui ou peut-être son Sénat proche, etc. Donc, est-ce que c'est pour faire un peu ordre de magnificence de notre bon seigneur, touchez ma bosse, mon bon seigneur, c'est-à-dire on vous fait un cadeau, voilà, on divise par 2, mais attention, ça pourrait être plus, c'est aussi, je pense, dans cette logique-là. Alors, ces calculs-là amènent à des chiffres qui sont complètement ubuesques, hein. 20% pour l'UE, 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, donc là on est sur des grosses puissances économiques mondiales, hein, les fameux BRIC, donc ces puissances émergentes, et des pays qui sont en développement, qui normalement étaient considérés comme des pays amis des États-Unis. Obama, Biden avaient fait cette approche-là vis-à-vis d'eux, comme le Vietnam, malgré l'histoire, bon, compliquée entre les États-Unis et le Vietnam, comme vous le savez, mais cependant avec un lien Vietnam-États-Unis au niveau économique qui est très fort. Vous avez beaucoup d'entreprises américaines qui sont au Vietnam, Nike pour pas les citer, hein. Et donc beaucoup d'entreprises avaient délocalisé leur production d'ailleurs de la Chine vers le Vietnam, sachant que Trump depuis 2017, boubou les méchants chinois là, vous allez voir comment on va vous taxer. Et donc certaines entreprises ont dit bon, on va partir sur un pays périphérique qui est pas très loin, avec une main d'œuvre bon marché, avec un gouvernement qui tient bien les populations. Et donc le Vietnam a eu à cocher toutes les cases, sauf la case communiste, mais ça bon dans le business, hein, on le met pas trop en avant. Et donc du coup, eh ben, le Vietnam va se taper 46% de taxes parce qu'ils estiment qu'ils ont un déficit avec le Vietnam. Alors ce qui est quand même fou dans ce calcul, parce que là, il faut quand même réaliser une chose. Je vous indique que des entreprises américaines ont délocalisé leur production dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Comme tu le dis en pro-renard, l'Amérique n'a pas d'alliés, seulement des intérêts. Oui. Donc, c'est intéressant pour ces entreprises américaines qui payent des impôts aux États-Unis. Parce que le système fiscal aux États-Unis, on a beau dire ce qu'on veut, mais il est ultra rigoureux. Et puis alors, une surveillance, vous avez beaucoup de personnes qui partent travailler aux États-Unis, généralement ils restent à peu près 2 ans, et au bout de 2 ans ils partent, parce que c'est là où les impôts fédéraux pour les étrangers commencent à arriver, notamment pour les expatriés. Petite parenthèse mise à part. Donc, on a un système fiscal qui est bien présent. Et donc, notre Donald, il va sanctionner des entreprises américaines qui pourtant payent des impôts aux États-Unis, parce qu'elles ont délocalisé leur entreprise dans des pays hors États-Unis. Ouais. Alors je pense que ce même là, il va revenir un peu souvent dans le stream. On est quand même sur une autre planète là, quand même. C'est quand même assez étonnant. Alors si on continue sur ces taxes de l'enfer, des pays également qui sont durement frappés, alors que leur commerce il est microscopique avec les États-Unis. Le Lesotho en Afrique, 50% de taxes
Alors comme vous le savez, Lesotho est une grande puissance économique mondiale hein, qui déstabilise l'économie, quoi. Et le summum, je ne sais pas si vous avez entendu cela, concernant la France, parce que même si Donald pense que l'Union Européenne est un pays, Donald, hein, concernant la France, vous avez des territoires français qui vont pas être taxés de la même façon. Alors ça, c'est quand même YOLO YOLO. Hein. Alors, je sais pas si dans cet article-là, vous avez entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, est-ce que je peux... Je vais vite vous le chercher. Alors, allez, on va prendre... Ah voilà, c'était... On va prendre France Bleu. Vive le service public de l'information régionale. Qui s'appelle ici maintenant. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon a été taxé à 50% comme le Lesotho par Monsieur Trump. La Réunion, 37%. Et là, on se dit donc, nous avons notre Donald déjà qui a des gros problèmes en termes de géographie. Déjà, il confond Union Européenne, pays, etc., comme vous l'avez bien fait remonter. Mais là, on est sur des taxes qui concernent des territoires qui sont français, mais qui vont pas avoir le même taux de taxe. Et donc, bing. Alors, pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont davantage taxés? Pour quelle raison c'est le cas? Et là, vous avez une histoire, alors attention, là, on est devant du camoulox avec un K majuscule. En fait, vous avez eu un investissement américain qui a été fait sur Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était de quelques millions de dollars. Et en fait, ça a été vu par l'administration américaine, voilà, un investissement extérieur, etc. Et donc, forcément, cet investissement dans un territoire étranger est jugé comme contre-productif pour les États-Unis, et donc que ça leur coûte de l'argent. Mais c'est un investissement qui est minime par rapport à la puissance, je vous rappelle, des États-Unis. Hein, quand on parle du PIB américain, on est sur un PIB de 26 000 milliards de dollars. Hein, donc voilà. Et donc ils ont vu cet investissement de quelques millions de dollars, et donc pour eux, ces gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils les veulent aussi, parce que c'est de l'argent qui n'est pas aux États-Unis, même si c'est un investissement américain. Et donc vous avez un calcul voilà, qui est complètement, mais qui est n'importe quoi en fait. Et donc là, vous avez notre pauvre élu de Saint-Pierre-et-Miquelon qui dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors la Réunion, pareil, 37%, 37% de taxes. Hein. Alors on vous dit, les exportations de biens atteignent 320 millions d'euros, contre 7 milliards d'euros d'importation annuelle. Bon, enfin, on est sur des chiffres qui sont tellement minimes, et pourtant Donald veut les taxer. Hein. Et c'est vrai que ça va avoir un impact pour ces territoires d'outre-mer qui sont en lien avec les États-Unis. On peut penser à la Martinique aussi et à la Guadeloupe. Et un autre élément également, vous avez cette fameuse terre où il y avait que des pingouins. Alors est-ce que vous avez retrouvé le nom de ce territoire-là? Je ne sais plus où c'est, où ils ont taxé le territoire, mais il n'y a pas un qui vive. Parce que c'était lié à l'Australie, je crois, et donc le déficit commercial avec l'Australie était déficitaire, et en fait ce territoire-là, je ne sais pas quel type d'investissement américain il y a pu avoir sur ce territoire-là, mais pour les États-Unis, ils ont jugé que c'était à leur défaveur, même si ça concerne très peu en fait finalement. Donc voilà, on est vraiment bienvenue dans le monde de Donald, hein, tout simplement. Alors, vous avez aussi certains produits qui ne sont pas taxés, hein, donc l'aluminium, etc., parce que forcément les États-Unis, là, ils en ont besoin. Et puis je pense que certains copains de Donald doivent avoir un peu plus de poids dans le cadre des discussions. Et vous avez des pays qui, pour l'instant, en sont exemptés de ces taxes massives. On peut penser notamment au Canada et au Mexique. Alors, le quatrième pays de la liste, alors laisse-moi deviner, est-ce que c'est Taïwan? Non? Alors lequel? Attends. Bonjour Germain, je t'avais pas vu, salut, j'espère que tu vas bien. Alors le quatrième pays, alors sur les PIB, l'Allemagne? Non, je pense que ça doit être... Les îles McDonald, oui, merci, c'était ça. Merci le chat, vous êtes efficace, GG, non, plutôt comme ça, GG à vous. Donc voilà, on est sur une lecture de l'économie hein, qui relève même pas de l'école primaire, mais bon, enfin bref. Donald, fils à papa, je pense qu'il a sauté des classes. Hein. Alors, mais sur le tableau de Donald, oui, tu as raison, Taïwan, bien sûr. Alors c'est vrai qu'ils ont reconnu Taïwan comme un pays. Le truc que les États-Unis... Alors, je me moque pas que Taïwan n'est pas un pays, attention, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, la République de Taïwan. Mais vous avez, pour les Chinois, c'est vrai que ça a dû très mal passer. Donc là, on se dit, ils sont même pas conscients des chiffres qu'ils utilisent, ils sont même pas conscients des thématiques qu'ils brodent. On a un amateurisme qui est quand même effarant
pour la première puissance du monde. Tout à fait. Alors j'ai pas lu en détail son tableau, je me suis vraiment contenté des articles de presse qui relatent cette curieuse affaire. Alors, pour le Mexique et le Canada, donc exemptés de taxes, donc 56 pays ainsi que l'UE seront touchés par ces droits de douane spécifiques, pardon. Les pays exemptés sont Canada, Mexique, où eux, ils ont déjà eu 25% de taxes. Alors, ce qui est fort, c'est qu'ils font partie quand même d'une alliance économique qui était anciennement l'ALENA. Alors maintenant, ça a changé de terme, c'est un nouveau acronyme que j'ai forcément oublié, donc qui est un accord d'échange entre les trois pays d'Amérique du Nord et Amérique centrale. Et donc là, on est quand même sur un élément qui bouleverse l'économie du monde, et bien sûr, les premiers qui ont commencé à s'inquiéter très durement, vous le savez peut-être, c'est bien sûr Wall Street, hein, qui a dévissé sévèrement. Alors attendez, est-ce que je l'ai quelque part? Est-ce que je l'ai dans mes... Non, je l'ai pas ici. J'ai dû fermer encore cette page, mais c'est fou ça. On prépare. Alors, on va le retrouver dans l'intitulé du Monde. Voilà, avec une belle illustration d'un trader qui est en train de prier ses dieux et de pleurer toutes les larmes de son corps. Donc, c'est cet article-là, je crois. Donc là, on rentre dans une nouvelle période économique et qui est quand même complètement folle. Alors, comme le dit le patron d'AXA, l'assureur, que c'est là que j'ai lu, ça m'a vraiment fait rire. Économiste en chef à AXA, donc Gilles Moec, c'est révolutionnaire au sens premier du terme. Écoutez l'euphémisme. Il est prêt, Donald, à infliger un coup immédiat, très fort, au nom d'un idéal à long terme. Alors, il n'a pas dit d'une réalité à long terme, il a dit d'un idéal. Donc ça va faire vraiment très mal. Donc là, on parle même de stagflation, voire de déflation. Hein. Donc on est dans un cycle économique qui est en train de changer. Et donc forcément, toutes les bourses se sont écroulées. Alors écroulées, on parle de quelques pourcents, 4%, le CAC 40 à Paris, donc qui sont les 40 plus grosses valeurs boursières françaises. Le Nasdaq de 5% aux États-Unis, qui est l'équivalent du CAC 40, si je me souviens bien. SP500 de 6%, etc. Donc, les deux indices ont perdu 11% en 2 jours. Le prix du pétrole a chuté. Donc, finalement, là, tout est en train de s'écrouler. C'est-à-dire, les investisseurs sont en train de retirer leurs billes. Et on a des chiffres complètement folles. Donc, certains parlent de désastre économique. On parle d'une valeur boursière de 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars. Qui a disparu. Qui s'est évaporé suite à ces annonces. Donc là, eh ben, GG Donald, hein. Et donc, et puis sauf si, hein, je reviendrai pas en arrière. Alors bon, vous savez ce qu'il dit un jour, il peut changer le lendemain, bien entendu. Hein. Alors, on parle d'une contraction du PIB avec un recul de 0,5 du PIB pour les États-Unis sur le premier et le troisième trimestre. Pour 2025, même si leur croissance, elle est légèrement positive. Alors, point positif dans ces mauvaises nouvelles. Qui, d'après vous, a une croissance économique, là, début de cette année, qui est aux alentours de 0,8 aussi? Eh ben, c'est nous, Bibi. Alors, attendez, est-ce que je peux vous le montrer? Bibi les Français. Bibi les Français, bah oui, c'est nous qui avons une croissance finalement comme les États-Unis qui est annoncée. Donc, non, mais bon, plus sérieusement, c'est vraiment incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, mais on rentre dans une situation, et comme tu le dis, en pro-renard, ça sent bon le crash. Le crash boursier. Hein. Ah oui, anniversaire 2029-1929. Est-ce que Donald n'y pense pas peut-être? Mais c'est affligeant de bêtises et affligeant d'inquiétude. Ces mesures balancées comme ça à l'emporte-pièce pour des raisons idéologiques, hein, qui sont complètement déconnectées du monde actuel. Et puis surtout, moi, un truc quand même qui m'étonne, c'est que on parle quand même du pays le plus riche du monde, qui a aucun intérêt à faire ça. Parce que certes, c'est vrai que si on reprend le fameux tableau que je vous ai montré tout à l'heure, où on est sur une économie où les États-Unis, certes, sont en 3e position par rapport aux 3 grands blocs mondiaux des échanges et du nombre de volumes de marchandises échangées en montant en milliards de dollars, oui. On est quand même sur un monde qui circule par le biais de ces marchandises-là, par ce biais de cette mondialisation-là, et qui permet aux États-Unis de s'enrichir, mine de rien.
Et donc là, on est sur une mesure où on met un coup de pied dans la fourmilière de ce système-là, d'une extrême brutalité, qui va avoir un impact sur le monde entier, mais aussi, surtout sur les États-Unis, en fait. Ah bah oui, oui, et puis bon, on parle quand même de quelqu'un, Monsieur Donald Trump, qui est un fils d'eux, donc sa fortune, il la doit merci à papa-maman. Hein. Alors, concernant les États-Unis, on pense que ça va coûter à peu près 3800 dollars par an aux consommateurs américains, parce que forcément, si vous mettez des barrières douanières, tout ce qui vient chez vous coûte plus cher. Sauf que c'est le consommateur qui paye, c'est pas l'État. Hein. Ça va faire rentrer beaucoup de moulaga. Alors on parle de 600 milliards de dollars dans les caisses de l'État, mais en même temps, ce qui rentre un temps, certes au départ c'est beaucoup, mais ça va vite s'amenuiser. Et le risque, et ça beaucoup de pays le disent, et le disent sans s'en cacher, hein, c'est que c'est en fait les États-Unis qui se retirent de la gestion du monde, tout simplement, qui se retirent de l'économie mondiale, et qui vont se pénaliser eux, et les autres pays, ils vont continuer à faire du business ensemble. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une nécessité de contrôler le commerce mondial. Un des éléments, par exemple, qui est sur la table des discussions actuellement, c'est par rapport au réchauffement climatique et par rapport au fait qu'on est dans une logique de surconsommation et d'entreprises qui encouragent à consommer, d'épuisement de ressources, utilisation de moyens de transport très polluants pour amener le petit t-shirt acheté 3 euros à l'autre bout du monde, fabriqué dans une usine au fin fond de la Chine. Là, ça pose une question, oui, de moralité et d'utilité et de coût carbone en particulier. Donc, il se peut, je pense, qu'on va arriver vers une période où des taxes peuvent se mettre par rapport à l'impact environnemental de l'objet qui est fabriqué. Et ça, oui, ça peut amener une délocalisation. Mais là, on est dans une logique qui est d'amélioration d'une situation actuelle qui est inquiétante, la situation mondiale au niveau du climat, et c'est un élément qui s'est construit et qui commence à être progressivement compris. Après que certains éléments soient relocalisés dans votre pays, notamment tout ce qui concerne les médicaments, tout ce qui concerne alors les biens alimentaires, nous, la France, on n'a aucun intérêt à fermer les frontières, étant donné qu'on exporte énormément de biens agricoles. Mais des éléments qui sont dits stratégiques ou vitaux pour certains pays, ça peut se comprendre. Le Doliprane qui était fabriqué à l'autre bout du monde, alors que c'était un des composants qui est quand même le plus utilisé dans le domaine de la santé, ça interroge quand même. Mais fermer toutes ces frontières, ça sera une catastrophe. Parce que tout simplement, certes, vous allez taxer des produits de pays qui ont un différentiel économique avec le vôtre, donc ça va vous faire apporter de l'argent sur le court terme, mais à long terme, ces pays-là vont ériger aussi eux des taxes, et ça sent bien justement une période malheureuse de l'histoire, hein, les années 30, hein, quand vous avez comme ça des barrières douanières qui se sont de plus en plus élevées. Et là d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, on pense que c'est cette politique isolationniste américaine qui est en train de se développer. Alors attention, d'un point de vue économique, parce que d'un point de vue militaire, les États-Unis, ils sont pas du tout dans une phase de retrait, même si on a beaucoup ce discours sur l'Ukraine, sur la situation du monde, l'OTAN, etc. Mais entre nous soit dit, vous pensez vraiment que les États-Unis vont lâcher leur outil militaire comme ça? La première armée du monde, qui est devant mais un ensemble de pays, pour vous dire, alors ça me fait penser, quand on compare les dépenses militaires. La Russie 109, hein, donc vous voyez Vladimir qui montre les muscles, il est quand même très très loin derrière, hein, donc je pense que ça remet un peu dans le contexte ces notions de puissance militaire en particulier, hein, l'argent que vous mettez dans l'armée. Et la France, nous on est à 61, donc on est derrière l'Ukraine. Alors, ça veut dire aussi que c'est pas que c'est tout simplement la situation militaire d'Ukraine fait que les dépenses en Ukraine sont plus importantes. Mais le Japon, il est quand même à 50 milliards quand même. Hein. On oublie bien souvent que le Japon, alors dans sa constitution, une constitution avec un élément lié au pacifisme de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette volonté de ne plus retomber dans une politique agressive vis-à-vis de l'extérieur, c'est l'article 9 de la constitution japonaise. N'hésitez pas à prendre un café, hein, parce que le café c'est la vie. Et donc du coup, les Japonais en fait ont une force d'autodéfense, qui est surtout maritime en particulier, et cette force d'autodéfense, elle a quand même des moyens et des moulagas. Hein. Alors j'avais lu dans un article consacré aux questions stratégiques il y a quelques temps déjà, que les Japonais en fait, s'ils voulaient rattraper leur retard par rapport à d'autres pays qui mettent davantage d'argent dans leur défense, en 10 ans, ils pourraient le faire sans aucun problème. Hein. Ils pourraient avoir une armée de nouveau avec des standards internationaux beaucoup plus élevés. Mais cependant, voilà, ils ont quand même des capacités importantes. Alors c'est vrai que là, sur ces chiffres-là,
Ça nous permet un peu de contrebalancer cette vision complètement lunaire de dire que les États-Unis se retirent des affaires du monde comme ils l'ont fait dans l'isolationnisme des années 30. Hein. Militairement, ils sont toujours présents. Alors là, je vous ai trouvé un cours en fait qui permet à des étudiants de préparer des concours. Donc voilà, on est sur du cours scolaire, hein, mais vous avez des éléments intéressants qui reviennent un peu sur cette histoire des États-Unis qui, dans leur longue histoire, tout simplement a alterné comme ça avec phase d'ouverture au monde et phase de rétraction en quelque sorte. Alors, généralement, les économies militaires nationales restent en général viables grâce aux ventes à l'étranger. Alors oui, bien sûr, si l'Europe achète moins, dans le cadre du commerce mondial, tu perds ton poids. Mais justement, un des éléments, je pense qu'on oublie bien souvent, nous les Européens, c'est que quand vous regardez de nouveau encore cette carte, si les Européens décident de limiter leurs achats à l'extérieur, ils ont un moyen de pression qui est énorme sur pas mal de territoires. Hein. États-Unis, mais aussi surtout l'Asie. Hein. Et alors, les Européens n'ont aucun intérêt à faire cela, parce que vous avez des échanges mondiaux qui sont tellement importants. Hein. Mais c'est un élément de pression que possède l'Europe, cette force commerciale qu'elle a, cette logique aussi de commercer avec le monde et qui assure aussi une stabilité du système et l'image d'un pays, merci Donald, d'un ensemble qui est ouvert au monde et qui permet justement ces échanges mondiaux, ça fait partie de sa force aussi. Hein. Mais les États-Unis, là, veulent taper du poing en disant bah nous, on est 13% du commerce mondial, donc vous allez voir, vous allez casquer si vous voulez commercer avec nous. Mais ce qu'ils oublient de dire, et on revient au début de ce qu'on disait dans le stream, c'est si vous fermez vos frontières, bah, les autres vont faire pareil. Et au bout d'un moment, votre économie va prendre cher. Et là, Donald, il joue un très très gros risque hein, avec tout ce que ça fait perdre. Alors, l'armée française, elle a une réputation mondiale qui est liée notamment à son expérience. Hein. Et dans un précédent stream, on l'avait abordé, la stratégie française qui est actuellement de se retirer d'Afrique, je pense que, en fait, tout simplement parce que la menace principale désormais est jugée à l'Est. Alors ça, Macron, il l'a dit officiellement, mais je pense que ça fait plusieurs années déjà qu'il y a une inquiétude au niveau des états-majors par rapport à ce que représente maintenant la Russie en termes de non plus de pays alliés hein, ou de pays amis en l'occurrence, c'est-à-dire qu'avec un durcissement vis-à-vis de la France vis-à-vis de la Russie et puis des empiètements russes en Ukraine, pour pas dire, et pas que en Ukraine, hein, au niveau mondial avec des intrusions dans les élections. Hein. Vous allez voir 2027, les élections présidentielles, qu'est-ce que ça va être en France hein. Je pense que là, les cyberattaques entre autres vont être décuplées. Et bien souvent, ça vient de Russie, soit dit en passant. Donc, on a voilà une situation. Alors, c'est pour ça que la France, c'est vrai qu'au niveau européen, elle assure, je pense, une forme de stabilité vis-à-vis de nos alliés. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez cette discussion sur la bombinette. Est-ce qu'on va partager la bombinette avec les pays européens? Est-ce qu'on va peut-être voir émerger cette fameuse coordination européenne de forces de défense, alors qui est déjà quand même sous-jacente, hein, qui existe par des échanges, des partenariats. Il y a l'OTAN, mais il n'y a pas que. Hein. Peut-être, il faut voir. Mais bon, ça c'est un autre stream, on l'avait abordé et je vous invite à voir le replay, n'hésitez pas à vous abonner. Oh putain, le gars, mais il a vraiment aucune honte. Hein. Il balance ça pour s'abonner. Hein. Alors, donc, si nous revenons sur cette politique isolationniste américaine, hop là. Ah mais bien sûr, tout à fait. Peut avoir déjà un impact sympa pour nous-mêmes. Et je pense qu'il a provoqué quelque chose là, dont ils vont vraiment s'en mordre les doigts. Moi, franchement, être historien, c'est avoir une vision sur le long terme. Ce brave couleur orange là qui gouverne les États-Unis, donc bon, il parle de se présenter 3 fois. Bon, vous savez, ça c'est les lubies et puis c'est les phrases chocs qui sont destinées à faire peur, à créer le désarroi. C'est sa stratégie du bruit. Hein. Chaque jour, il y a une annonce qui est destinée à remplacer la précédente. Et ça fait que 2 mois qu'il est au pouvoir, on est déjà très fatigué là-dessus. Alors, dernier sujet consacré à cette actu chaude, après ces taxes complètement ubuesques qui vont coûter très cher aux États-Unis, on a un élément d'actualité, moi, qui m'a fait bondir. C'est-à-dire que à côté du pacte on ferme les frontières, on va chasser les immigrants qui sont sur notre pays, hein, ces viles personnes qui profitent de notre économie, de notre générosité, hein, lolilol. Donc notre Donald a décidé voilà, de faire des expulsions qui sont complètement ubuesques de personnes expulsées qui ne devraient pas l'être, enfin bref. Envoyé notamment vous avez quelqu'un qui a été envoyé dans une prison au Salvador alors qu'il n'avait rien fait et qu'il était en règle. Bon, des situations mais
délirantes. Et là, dernièrement, ils se sont rendus compte qu'à force de virer les immigrés, qui font les métiers les plus pénibles, et que les Américains ne veulent pas faire, eh ben qu'ils manquent de la main-d'œuvre. Oups, on n'a plus de personnes en Floride, comme le dit ce gouverneur républicain Ron DeSantis, pote de Trump. On n'a plus personne pour ramasser nos oranges. On n'a plus personne pour amorcer nos pamplemousses. Mais comment on va faire? On va trouver une solution. On va faire travailler les enfants. Des bons Américains. Alors là, j'ai pas le mème du mec qui a la tête qui explose. Vous le voyez ce mème là, où on a voilà des étoiles qui apparaissent dans tous les, qui apparaît sur tous les côtés. Mais là, franchement, c'est du n'importe quoi. Le bon vieux temps. Hein. Ah ouais. Et donc le summum, c'est que dans l'article de Libération, donc qui date du 26 mars. Alors oui, j'en profite, un petit encart. Si vous aimez la presse libre, abonnez-vous. Hein. Moi, je suis abonné à plusieurs journaux. Hein. C'est pour ça que je me permets d'utiliser leurs sources pour vous les présenter et vous encourager à soutenir une presse de qualité. Alors, parenthèse finie. Donc, nous avons notre Roger DeSantis qui dit voilà, il manque de la main-d'œuvre dans mon État pour des emplois en plus qui sont mal payés, que personne ne veut faire. Et que, vu que j'ai chassé des immigrés, ben j'ai un problème, il manque du monde. Et donc ce brave homme décide de présenter au Parlement de Floride, donc vous savez que les États-Unis c'est un État fédéral, donc avec des parlements locaux qui ont un grand pouvoir, veut assouplir le droit du travail des enfants, donc permettre aux jeunes d'au moins 14 ans, quand même, avant ils sont trop fragiles, donc de travailler la nuit après leur journée d'école. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit de travailler de 6h30, avant 6h30, et ils n'avaient pas droit de travailler après 23h. Donc déjà, ça existait. Sauf qu'on va élargir. On autorisait donc des gamins à travailler la nuit, après 23h. Non mais là on marche sur la tête, quoi. Parce que pourquoi la scolarité est obligatoire dans la plupart des pays développés? Pourquoi la scolarité est mise en avant dans la plupart des budgets des grandes puissances économiques? C'est parce que on crée des futurs travailleurs qui auront des compétences, qui vont enrichir le pays et qui vont permettre à ces personnes d'avoir une progression dans leur vie, donc bien-être également, et puis d'avoir un certain nombre de connaissances, etc. Si vous cassez ce système-là et que vous dites ces jeunes, ils sont plutôt mieux au travail tout de suite, en plus de leur journée d'école quand même, on les laisse quand même aller à l'école, mais vous créez des personnes qui vont être mal formées, ensuite qui vont faire des travaux compliqués, et puis bien sûr la santé. Faire travailler des enfants après 23 heures. Donc forcément, qu'est-ce qui va arriver? Dans les familles en difficulté financière, vous avez des enfants qui vont aller bosser bien après 23 heures, qui vont travailler de nuit. Le lendemain matin, quand il va falloir se lever pour aller à l'école, franchement, vous pensez que ces jeunes, ils vont le faire? Non. Ou ils vont venir et ils vont dormir en cours. Moi, franchement, en tant qu'historien, ça me rappelle quand même un élément. Alors, vous pouvez dire comparaison n'est pas raison, mais durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez donc une pénurie qui est généralisée en France, où vous avez le nombre de calories par personne qui s'effondre littéralement. Les Allemands ont presque 2000 calories face aux Français qui en avaient un peu plus de 1000. Donc voilà, pas assez de nourriture pour pouvoir vivre correctement, etc. Donc des enfants qui vont chercher du travail et des enfants qui travaillent. Et donc dans les rapports qu'on consulte de cette époque-là, on a des enfants qui viennent plus à l'école, des enfants qui dorment sur les tables parce qu'ils sont beaucoup trop fatigués, parce qu'ils ont travaillé, etc. Et donc forcément toutes les conséquences que ça sous-entend. Alors cette baisse calorique, notamment, elle est due aux pillages allemands qui ont été gigantesques. 55% du PIB en 43, du PIB français, qui est volé par les troupes d'occupation. Donc, quand au 19e siècle, les lois Jules Ferry rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire, les trois termes sont importants. Laïque, pour permettre principe d'égalité, pas de différenciation religieuse. Gratuite, parce que si vous faites payer, ceux qui n'ont pas d'argent vont pas les mettre. Mais le terme obligatoire, parce que des parents vont plutôt préférer que leur enfant travaille pour apporter de l'argent. Donc ça c'est le pactage républicain qui a une logique. Et là les États-Unis sont en train de faire un bond en arrière dans certains États complètement ubuesque. Alors, ce projet de loi doit encore passer par 2 autres commissions avant d'être soumis à un vote définitif.
Et donc, c'est pas encore gagné, hein. Mais cependant, on indique quand même qu'il y avait des éléments qui permettaient, déjà du travail d'enfant. Là, ça va être complètement explosé, hein. Alors, donc ces dernières années, l'État de Floride a déjà assoupli les règles encadrant le travail des jeunes. En 2024, une nouvelle loi notamment a autorisé les adolescents de 16 à 17 ans scolarisés à domicile à travailler à n'importe quelle heure de la journée. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, voilà, il y a la volonté de scolariser les enfants chez soi. Alors en France, ça existe, hein. En France, c'est l'instruction qui est obligatoire. Des parents peuvent demander le fait de le faire eux-mêmes. Bon. La sociabilité des enfants, après, c'est un autre domaine, hein. Selon les statistiques des ministères américains du travail, forcément, le nombre d'infractions liées au travail des enfants a presque triplé. Bah forcément, quand vous commencez à lâcher un peu la bride sur ce contrôle-là, bah vous allez avoir une explosion des cas de personnes qui ne respectent pas la loi, hein. Et donc, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire le travail des jeunes? Non, si c'est cadré. Dans le sens qu'en France, des jeunes à partir de 14 ans sont dans le cadre d'un apprentissage où ils peuvent commencer un peu à travailler dans le cadre d'apprentissage d'un travail, sauf que ils ont toujours un statut qui est scolaire, avec des vacances, avec des limitations dans ce qu'ils doivent faire, etc. C'est quand même assez cadré. Mais c'est vrai que ça peut toujours inquiéter. Et puis à partir de 16 ans, on peut faire des jobs d'été. Ça c'est bien les jobs d'été. Ça moi j'en ai fait. Bon, tout le monde qui a pu travailler, ça vous permet de gagner un peu d'argent. Vous payez vos vacances et vous payez aussi des éléments qui vont permettre d'alimenter votre passion du jeu vidéo, par exemple. Mais plus sérieusement, voilà, c'est vraiment quand même très cadré en tant que tel. Là, on est sur, aux États-Unis, une explosion de tous ces cadres-là, et forcément avec des conséquences qui vont être dramatiques. Donc là, bienvenue dans Camouloxland, hein, c'est-à-dire que on chasse les immigrés. Ah mince, il manque du monde, bah on va embaucher des enfants. On paye beaucoup trop aux autres pays, on met des frontières, ça va faire exploser l'inflation dans notre pays et ça va coûter très cher aux consommateurs américains, mais c'est pas grave, on aura nos belles frontières. Voilà. Donc, encore, est-ce qu'ils vont rétablir l'esclavage? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon, nous pouvons être toujours surpris hein, de ces... de ce Donald. Allez, il est temps maintenant de parler de choses un peu plus réjouissantes, quoique... On va partir dans la dernière partie de notre stream. On va s'intéresser à la partie jeux vidéo. Allez, hop là.